Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Avec ses pieds trapus, sa queue déployée comme celle d'un dindon, ses caroncules rouges vifs et ses parades nuptiales spectaculaires, le grand tétras, emblème du Jura, a une haute valeur patrimoniale. Et pourtant, le plus gros gallinacé d'Europe, farouche et particulièrement sensible aux caractéristiques naturelles de la forêt, n'a cessé de décliner en France depuis les années 50. Fragmentation de son espace vital, chasse, sylviculture intensive, braconnage, collision, ski, raquettes, randonnée ou encore arrêt du pâturage en forêt, il resterait aujourd'hui dans notre pays seulement 4500 individus situés à 90% dans les Pyrénées, région où curieusement sa chasse est encore aujourd'hui autorisée. Dans les forêts du Haut-Jura, par contre, pas le droit de tirer sur le grand tétras qui est protégé depuis 1974. Associations et collectivités se mobilisent ainsi pour préserver les 340 individus qui seraient répartis entre l'Ain, le Jura et le Doubs. Création de réserves naturelles, arrêtés préfectoraux, travaux de restauration de son habitat, équipement des câbles de remontée mécanique, interdiction d'agrainage du sanglier ou encore encadrement de la randonnée, tout est tenté pour permettre à l'espèce de prospérer. Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Julien Arbé, photographe et éducateur à l'environnement dans le département du Jura. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il arrive qu'on qualifie le grand tétras de, je cite, relique glaciaire? Ah oui, effectivement, il est considéré comme une relique glaciaire dans le sens où il est arrivé dans nos montagnes suite au retrait des glaciers lors de la dernière glaciation. Donc, si vous voulez, la France était pas mal occupée par les glaciers, on va dire jusqu'il y a 20 000 ans. Et puis, quand les glaciers se sont retirés, on avait une toundra qui a laissé place à la taïga, donc des résineux assez petits, des forêts assez claires. C'est un peu ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en Scandinavie, en Laponie par exemple. Et le grand tétras, qui est une espèce boréale, est arrivé du Grand Nord à ce moment-là. Elle a trouvé un climat qui lui correspondait, une végétation qui lui correspondait, elle s'est installée. Et puis le climat a continué de se réchauffer et le grand tétras a trouvé refuge dans les montagnes, là où il retrouve un peu les conditions qu'il avait à l'origine dans le Grand Nord. Voilà, du coup, animal plutôt du froid, le grand tétras, adapté au grand froid. Là, pour le coup, Julien, chez le grand tétras, le dimorphisme sexuel, il est flagrant. À quoi ressemblent les mâles et à quoi ressemblent les femelles? Le mâle, moi, je le compare un petit peu à un dindon. Il ressemble un petit peu à un dindon un peu plus petit qui fait 3,5 kg, 4 kg à peu près. Les gros coqs, ils font 4,5 kg. Un peu plus d'1 mètre d'envergure. Donc, faut imaginer un oiseau assez rond, assez large, costaud, avec une queue qui va traîner un petit peu derrière lui. Et puis, pendant les parades amoureuses, il fait comme le paon. Il met la queue en éventail pour séduire les femelles et puis intimider les rivaux. Donc le mâle est assez gros, trapu et il est très sombre. Quand on le voit s'envoler en forêt, on a l'impression que c'est un oiseau tout noir. En réalité, il a des reflets un petit peu verts, un petit peu bleutés en fonction de la lumière, mais ça reste un oiseau qui est vraiment très sombre. Après, la poule, elle est beaucoup plus petite. Elle est plus fine, 2,5 kg à peu près. Et puis, elle n'a pas du tout la même couleur, surtout. Elle n'est pas sombre comme le mâle. Elle va être un peu brune, couleur de litière de sous-bois, si vous voulez. Donc, elle va se fondre parfaitement dans son environnement. Donc, elle est très mimétique, puisque c'est un oiseau qui est exclusivement forestier. Elle va se servir de ce mimétisme pour couver, puisqu'elle couve au sol, sur son nid immobile. Donc, elle va se servir de ce mimétisme pour déjouer les prédateurs. Et c'est vrai que le grand tétras, il marche très vite sur le sol? Ouais, il peut courir super vite. Généralement, il se promène assez doucement. Faut imaginer un peu une poule, quoi, un peu comme une poule. Une poule qui se déplace quand elle cherche à manger, elle va assez doucement. Puis si on l'appelle parce qu'on lui donne à manger, elle va courir vers nous. Le grand tétras, lui, quand il est en parade amoureuse, il peut courir. Et c'est vrai qu'il se déplace super vite sur le sol. En parade, il entrouvre un petit peu les ailes et il court vraiment, quoi. C'est assez rigolo. On va crapahuter comme ça, les ailes pendantes en faisant des drôles de bruit. On imagine mal voler le grand tétras, Julien. Est-ce qu'il le fait cependant avec élégance? Moi, je vais vous répondre que oui, parce que moi, je suis un grand amoureux de la nature et je trouve qu'il y a de la poésie dans toute la vie. Mais après, c'est un oiseau qui est lourd, qui a des ailes larges mais courtes.
Donc quand il s'envole, ça fait pas mal de bruit. Quand on est aux aguets et puis qu'un grand tétras nous surprend, il s'envole, ça nous surprend, ça nous fait battre le cœur, ça fait une grosse montée d'adrénaline, ça fait un gros bruit soudain. Un peu comme un faisan s'envolerait, s'il y en a qui ont déjà entendu un faisan s'envoler de près. En s'envolant, il va taper sur ses flancs avec ses ailes et ça fait vraiment un bruit de... Ça fait des grands claquements successifs. Et puis alors son vol est assez lourd. Il bat des ailes très rapidement parce qu'il a eu un gros corps à trimballer avec des petites ailes, donc il lui faut beaucoup de puissance. Donc on sent que c'est un vol qui est vraiment puissant, mais c'est pas un vol qui est vraiment long. Généralement, il s'envole, il va aller se brancher à 50 ou 100 ou 200 mètres de là, quoi. C'est pas un oiseau qui va faire des grands déplacements au vol comme d'autres. Le grand tétras, Julien, il peut prendre des bains de poussière sur ce qu'on appelle des places de poudrage. Ça va lui servir à quoi ? Ça lui permet de se déparasiter, en fait. Il y a pas mal d'oiseaux qui font ça, ou un peu comme le sanglier, il va prendre des bains de boue, ou le cerf. Le grand tétras, il va se mettre soit sur une petite taupinière dont la terre est assez sèche, soit sur de la sûre, là où des arbres en forêt ont été coupés. Et puis il va se poudrer, donc il va mettre du sable ou de la terre ou de la sûre dans ses plumes pour enlever les petites bébêtes qu'il gratte sous son plumage. Donc ça lui sert à se nettoyer, quoi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le grand tétras, avec son vol, n'est pas un oiseau migrateur. Il est sédentaire et territorial, exclusivement sylvicole. Dans quel type de forêt on va le trouver ? Alors moi, je vais pouvoir vous parler plus des forêts des Alpes, du Jura, des Vosges qui sont un petit peu ressemblantes. Dans les Pyrénées, c'est des autres types de forêts où ça va être plus des pins qui vont dominer. Et les pins, dans les trois massifs que j'ai cités avant, on les trouve en petit nombre. Donc, par exemple, si dans le Jura, les forêts dans lesquelles on va le trouver, ça va être des gros massifs déjà, des grands massifs forestiers qui sont en altitude, on va dire au-delà de 1000 mètres d'altitude, avec beaucoup de résineux, donc des sapins et des épicéas en priorité. Dans les Alpes, ça peut être des mélèzes, mais dans les Alpes, le grand tétras, le pauvre, il a quasiment disparu. Et puis, ça va être des forêts qui sont un petit peu en mosaïque, avec des îlots de bois morts, avec des petites clairières, des zones plus ouvertes dans lesquelles il va y avoir des herbacées qui vont pousser. En fait, il lui faut plusieurs milieux différents qui se côtoient, qui sont les uns à côté des autres, et dans lesquels il va aller puiser à différentes saisons. Par exemple, en hiver, il va se tenir dans les grandes forêts d'épicéas ou de sapins. Et puis, pendant l'élevage des jeunes, fin de printemps ou en été, il va fréquenter les lisières, les zones clairiérées pour trouver des insectes. Parce que c'est un oiseau qui est herbivore. Mais ses poussins, pendant leur première année, ils sont insectivores. Donc, il faut à tout prix des zones un peu clairiérées, un peu plus ouvertes, dans lesquelles il va aller pouvoir chasser ses petites bêtes. Le grand tétras, il va utiliser ce qu'on appelle des perchoirs nocturnes. Dans quel type d'endroit il va passer la nuit ? Moi, les perchoirs que j'ai trouvés, c'est des grandes forêts d'épicéas assez claires, avec un sous-sol assez chaotique, des grosses pierres au sol recouvertes de mousse et de bouquets de myrtilles. Et puis là, il va se brancher, il se met au bout des branches, le plus loin possible au bout de la branche. Généralement pas trop haut, à 8-10 mètres du sol à peu près. Voilà, moi les perchoirs que j'ai trouvés c'était ça, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et du coup c'est le même perchoir tous les soirs ou il change de lit chaque nuit ? Il utilise souvent les mêmes arbres, mais il se met pas souvent sur les mêmes branches. Mais c'est vrai que sous un arbre qui est utilisé comme perchoir, on peut retrouver par exemple au printemps un tas de crottes. Le grand tétras, en fait, c'est simple, il fait une crotte toutes les 20 minutes à peu près. Donc, en fonction du nombre de crottes qu'on trouve, on peut estimer le temps qu'il a passé sur son perchoir. Et sous certains perchoirs, on trouve littéralement des gros tas de crottes, quoi. Donc ça, c'est des perchoirs qu'il va utiliser peut-être 2 ou 3 semaines d'affilée. Justement, on parle de crottes. Crottes ou traces de pas, comment on reconnaît les indices qui traduisent sa présence ? Le grand tétras, c'est un des plus gros oiseaux forestiers. Son empreinte, elle ressemble un peu à une empreinte de poule. Ça fait à peu près la taille d'une empreinte de poule. Les poules, elles ont des grands pieds. Donc c'est 3 grands doigts à l'avant, un petit pouce à l'arrière, en chapelet comme ça. Puis ça se promène, ça passe sous les arbres, dans les bouquets de myrtilles, en lisière de forêt. Voilà, il se promène un petit peu en ondulant comme ça. Et puis les crottes, ça ressemble un petit peu, je dis souvent des biscuits apéro, là, les biscuits gonflés en forme de banane, là, ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est une espèce de petit boudin qui fait 4-5 cm de long, qui est incurvé et qui est fait de plein de débris végétaux. En fait, c'est plein de petits bouts d'herbe qui n'ont pas été digérés, qui sont tous secs et agglomérés les uns aux autres. Quand elles sont fraîches, elles sont assez sombres, et puis plus elles vieillissent, plus elles deviennent blanches.
Ouais, c'est ça. Et puis des fois, le bout est blanc, hein. Ouais, généralement chez les gallinacées, donc le faisan c'est pareil, on a un côté de la crotte qui est un peu plus clair que l'autre extrémité. Vous le disiez tout à l'heure, Julien, le grand tétras, il est herbivore, il est friand de baies comme les framboises ou les myrtilles. C'est quoi son régime alimentaire de base? Ça va être des graines et des feuilles. Il aime beaucoup, mais j'ai repéré ça encore cet automne quand j'allais au Brame du Cerf. Il avait neigé un petit peu, j'étais dans une forêt d'altitude et je voyais dans les endroits où il y avait encore des graminées qui avaient été visitées par les grands tétras. Donc il va aller chercher les graines qui pendent des tiges, il va manger les feuilles, toutes sortes de feuilles de toutes sortes d'herbes qu'il va trouver au sol. Donc ça c'est à la belle saison. Et en hiver, il vit en montagne, donc il y a pas mal de couches de neige, donc là il est bloqué. Il va plus pouvoir se nourrir au sol, donc il va se nourrir exclusivement dans les branches. Il est réputé pour manger des aiguilles de sapin et d'épicéa. Et puis des aiguilles de pin là où il y a des pins. Alors chez nous, c'est plus le sapin et l'épicéa. Donc il est un petit peu au régime. Il va aller chercher directement sur les rameaux ces fameuses aiguilles qu'il va ingérer et qu'il va avoir du mal à digérer. On va dire qu'il a une nourriture qui est plus dure à assimiler, qui est plus coriace en hiver. Et puis à la belle saison, c'est un peu la fête, il trouve à manger un peu partout. C'est vrai qu'il absorbe des graviers pour digérer? Il paraît, ouais. Alors moi, j'ai jamais vu faire, même si j'ai déjà vu des grands tétras sur la route en me demandant ce qu'ils faisaient là. Alors c'est peut-être pour manger des graviers, mais ouais, comme pas mal d'oiseaux, apparemment, il mange des graviers pour broyer la nourriture dans son jabot, et puis aussi pour permettre à la femelle de faire les coquilles pendant la reproduction. Julien, beaucoup d'oiseaux migrent pour survivre à l'hiver. C'est pas le cas du grand tétras, on en parlait. Qu'est-ce qui va, morphologiquement notamment, lui permettre de faire face au froid dans sa zone d'hivernage? Faut vraiment imaginer que c'est un animal du Grand Nord. Alors, il est hyper adapté au froid. Déjà, il est sombre, donc il va pouvoir accumuler la chaleur plus facilement. Si je fais un lien avec ce dont on vient de parler là sur sa nourriture en hiver, pour pouvoir digérer ces fameuses aiguilles de sapin et d'épicéa, son tube digestif va s'allonger à l'automne. Donc son tube s'allonge pour pouvoir mieux digérer les aiguilles, et puis au printemps, son tube digestif va rediminuer. Ça, c'est fou, hein, on a du mal à imaginer ça, nous, mais lui, il le fait. Il a des petites plumes à l'intérieur de son bec, dans les narines, pour réchauffer l'air qu'il inspire. Il partage ça avec le lagopède, qui est un de ses cousins des Alpes et des Pyrénées. Et puis, quelque chose qui est assez drôle, c'est qu'il marche en hiver avec des raquettes. C'est-à-dire que, en fin d'automne, de chaque côté de ses doigts, donc des 4 doigts qu'il a à chaque patte, vont pousser, on appelle ça des peignes. C'est des grandes excroissances cornées. C'est assez large, hein, ça fait, je sais pas, 1 centimètre, 1,5 centimètre de large. C'est de la corne, ça fait des grands fils de corne qui vont pousser de chaque côté des doigts et qui vont améliorer sa marche sur la neige pour pas qu'il s'enfonce. Et puis ces petites excroissances cornées, ces peignes, vont se résorber au printemps. Il n'en a plus besoin, il n'a plus besoin de ses raquettes. Ouais, ça fait partie de certaines adaptations. Il y en a sûrement plein d'autres, mais ça, c'est les plus marquantes, on va dire. Il va passer l'hiver tout seul ou en groupe? Bon, de toute façon, le grand tétras, il est solitaire à peu près tout le temps, sauf au printemps, avril-mai, pendant les parades où les femelles et les mâles vont se retrouver sur les places de champs, mais sinon, il passe l'hiver en solitaire. Alors, ça arrive parfois de voir 2, 3 grands tétras ensemble. En fait, il s'agit de jeunes de la dernière couvée qui ne se sont pas encore émancipés. Donc, c'est des frères et sœurs qui sont encore ensemble en attendant l'automne. Et puis, à l'automne, chacun va partir de son côté. Vous parliez des parades du grand tétras, Julien. Elles sont spectaculaires. Évidemment, elles ont lieu à la période de reproduction. Jusqu'à combien de coqs on peut trouver et observer sur une place de champ? Les grosses places de champ dans le massif de Jura, c'est 8-9 coqs. C'est des grosses places de champ. Après, il y a des places de champ où on n'a plus qu'un coq. On a un mâle célibataire qui chante tout seul, c'est un peu triste. C'est parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition, elle est en déclin. On a de moins en moins de grands tétras, donc d'adultes reproducteurs. Les ou le mâle arrive en premier, les poules viennent ensuite, parfois 2 semaines plus tard. Vous pouvez nous décrire comment et à quelle période ça se passe, tout ça? Ouais, ça commence... bon, après, ça dépend un petit peu de la météo et de l'altitude, mais en gros, c'est de mi-avril à mi-mai. Ou fin mai, quoi. C'est pendant un bon mois au printemps. Les grands tétras vont se retrouver sur, on appelle ça, des arènes ou des places de champ. Donc, c'est un endroit en forêt qui fait 50, 60 mètres de diamètre. Les grands tétras vont se retrouver à cet endroit-là. Ils arrivent le soir, chacun de leur côté,
solitaires. Ils viennent se brancher, ils peuvent chanter un petit peu le soir dans les arbres, dans les épicéas au-dessus de notre tête. Et le lendemain matin, juste avant le début du jour, les coqs descendent au sol. Donc là, on peut pas les voir, mais on entend les battements d'ailes. Ça fait vraiment ce fameux battement dont je parlais tout à l'heure. Et ils vont commencer à parader. Donc la parade, ça consiste à danser, chanter. Voilà, donc ils font les beaux, ils se font gros, volumineux, ils mettent la queue en éventail et ils ont un chant assez atypique. Et les coqs vont se voler dans les plumes, donc les mâles vont essayer de se faire fuir les uns les autres pour rester au plein milieu de la place de chant, et c'est le vainqueur qui pourra remporter les faveurs de la femelle qui visite les places de chant. En fait, si vous voulez, le mâle va tout le temps sur sa même place de chant et la femelle, elle va visiter les différentes places de chant de jour en jour et puis regarder avec quel mâle elles vont s'accoupler. Ah oui, d'accord, c'est la femelle qui choisit en fait. Hein. Ouais, le mâle parade, la femelle est tapie. Généralement, elle est assez invisible. Sur les places de chant, on la voit pas toujours. Elle est couchée dans la végétation et puis elle observe. Et le grand tétras, il ne crie que pour cette période de reproduction ou on l'entend d'autres fois dans l'année? On va dire que le gros des chants, c'est au printemps et ça peut arriver qu'il vocalise à d'autres moments de l'année, mais on l'entendra surtout au printemps. Et ces places de chant, elles sont près des zones d'hivernage? De celles que je connais moi, oui. Et les places de chant sont éloignées de 4-5 km les unes des autres. D'accord, donc les femelles elles font leur petite randonnée du coup. Voilà, c'est ça. Elles font leur petite randonnée, ouais. Évidemment, Julien Arbet, tout dérangement pourrait être fatidique pour la reproduction. Quelle est votre technique à vous pour observer sans déranger ou en dérangeant le moins possible? Pour le massif jurassien, le grand tétras, l'accès aux places de chant pendant les parades, il est interdit. Que ce soit pour faire de la vidéo, pour faire des photos ou quoi que ce soit, l'accès est interdit. Si on veut se rendre sur une place de chant, c'est sur autorisation auprès de la direction régionale de l'environnement. Moi, j'ai fait un seul affût sur une place de chant de grand tétras. Après, j'ai lu beaucoup de choses dessus. C'était un peu un sport national il y a 30-40 ans. L'affût que j'ai fait, c'est parce que c'est le groupe Tétras Jura, donc c'est une association qui s'occupe de la sauvegarde du grand tétras et des milieux naturels dans lesquels il évolue, m'avait contacté pour que je participe à un comptage pour évaluer les effectifs. Donc là, c'est un comptage en tente de camouflage sur la place de chant. Donc on arrive en fin d'après-midi, on passe la nuit sur place et on repart le lendemain midi. Mais ça, c'est vraiment sur autorisation. Sinon, moi, mes techniques pour le grand tétras, ça va être hors parade amoureuse, donc ça va être plus compliqué parce que il est plus difficile à trouver, mais c'est souvent des coups de bol. Je suis installé, je suis à l'affût, j'attends une bête, et puis c'est un grand tétras que je vois. Mes observations, ça va être soit des coups de bol à l'affût, soit je me rends en voiture dans un massif forestier et puis je vois un grand tétras sur la route. Les principales observations, ça va être ça. C'est un oiseau qui est vraiment hyper farouche. Quand je le compare à la poule, des fois les gens ont du mal à s'imaginer, c'est un gros oiseau qui passe vraiment facilement inaperçu. Il y a beaucoup de gens dans le Haut-Jura qui habitent au milieu de la zone de présence du grand tétras et qui l'ont jamais vu. Donc il est vraiment très très discret. Julien, vous l'évoquiez tout à l'heure, le nid du grand tétras, il est fait au creux du sol. Est-ce que ça va le rendre particulièrement vulnérable aux prédateurs? Oui, les deux principaux prédateurs qui sont connus pour le grand tétras, c'est la martre et le sanglier. La martre, elle peut attraper les grands tétras quand ils sont sur leur perchoir, donc pas spécialement sur le nid. Par contre, quand la femelle couve au sol, elle va être vulnérable. Si un sanglier la repère, il pourra pas croquer la poule puisqu'elle va s'envoler à temps. Par contre, il va croquer la couvée. C'est pour ça que dans les mesures de protection, on interdit l'agrainage dans les zones où le grand tétras il est présent. Voilà, après, le grand tétras, il a d'autres prédateurs. Je pense à l'aigle royal qui peut se rendre sur les places de chant. Je pense à l'autour des palombes qui a un rapace qui ressemble à un gros épervier qui peut attaquer les jeunes ou les adultes. Mais on va dire la femelle au nid, son principal prédateur, ça va être le sanglier. Après, ça peut être le renard, le blaireau, le lynx, mais dans une moindre mesure. Vous parliez de couvée, Julien. Les femelles vont pondre entre 5 à 9 œufs de juin à juillet. Les jeunes tétras, ils sont nidifuges, ça veut dire quoi? Nidifuges, ça veut dire que dès l'éclosion, quelques jours ou quelques heures après l'éclosion, ils vont quitter le nid et suivre la mère. Ça, c'est une stratégie de survie puisque au sol, immobile au sol dans le nid, ils vont être fragiles, ils peuvent se faire croquer. Du coup, ils vont se déplacer, ils vont suivre la mère et ils vont miser sur le mimétisme pour passer inaperçu. Donc, dès qu'il y a un danger, la mère va émettre des petites sonorités, les poussins vont se coller au sol et ils vont plus bouger. Et ils sont vraiment couleur feuille morte. Donc là, on les voit pas.
Et couvaison et nourrissage, hein, c'est les mères qui font tout. La poule, elle assume tout. Ouais, c'est ça le monde moderne. Non. Avec des poussins qui grandissent très vite, je crois. Ouais, ils grossissent vite. Mais justement, ils mangent des insectes, c'est plein de protéines et ça leur permet, en fin de première année, ils n'ont pas le gabarit d'un adulte, mais ils sont déjà costauds. Oui, après, effectivement, c'est la femelle qui fait tout, c'est la femelle qui couve seule, c'est la femelle qui emmène les petits sur les places de nourrissage aussi. Le mâle, il vient juste pour les parades et ensuite, il continue sa vie en solitaire dans les grandes forêts sombres. On dit que 45% des poules mènent à terme une nichée. Ça semble pas beaucoup, c'est dû à quoi ? Tout à l'heure, vous parliez du dérangement du grand tétras, donc on essaye au maximum de limiter le dérangement pour perpétuer l'espèce. Et ben, une poule grand tétras qui est sur son nid, si elle est dérangée, elle ne reviendra pas. Donc une poule qui est levée, que ce soit par un randonneur, quelqu'un qui va ramasser des champignons, un photographe, un bûcheron, n'importe qui, si elle est levée sur son nid, il n'y a aucun cas où la poule est revenue, en fait, dans les observations et les études qui ont été faites. Donc c'est là où ça va être vraiment une période cruciale où il faut éviter le dérangement, éviter de sortir des sentiers de randonnée pendant la période de couvaison et d'élevage des jeunes, et puis se restreindre à pas accéder à certains sentiers si on a un doute, quoi. Alors une poule, qui, il faut le noter quand même, a la possibilité de faire une ponte de remplacement. Ouais, il paraît, je lisais un bouquin sur la gelinotte et le grand tétras. C'est arrivé, mais ça semble assez rare quand même par rapport à d'autres oiseaux. Si en début d'incubation, la couvée est dévorée, elle peut, si ça arrive assez vite, elle peut refaire aussitôt une seconde ponte. On appelle ça une ponte de remplacement. Il y a pas mal d'oiseaux qui le font. Grand tétras, il en fait partie, mais de ce que je disais, ça semble assez rare quand même. Selon les chiffres, 80% des poussins meurent durant leur première année. C'est beaucoup quand même. En nature, un grand tétras, il peut vivre jusqu'à 12 ans. C'est cette longévité-là, 12 ans, qui est un atout pour la survie de l'espèce ? Je ne sais pas s'il a vraiment des atouts, le grand tétras. Ouais, il vit assez longtemps, mais il reste plus qu'un ou deux jeunes au moment de l'émancipation. On a des populations qui deviennent vraiment relictuelles. Autant le grand tétras, c'est une relique glaciaire, autant ces populations elles deviennent assez relictuelles. Vous parliez de 300 grands tétras sur le massif jurassien, c'est vraiment très peu. Donc de là à dire qu'il a des atouts, non, ses atouts, ça va être son adaptation au froid, mais est-ce que c'est vraiment un atout quand on a des hivers de moins en moins longs, de moins en moins rudes, des étés de plus en plus chauds, je sais pas. Julien, je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'y a pas très longtemps, on a vu circuler sur les réseaux sociaux une vidéo d'un skieur de fond avec un grand tétras en grande proximité, puis qui semblait parader. Alors dans ce cas, on va parler de coq fou ou de coq mou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire pour l'animal ? Et je crois que vous avez déjà été confronté à ce genre de cas. Ouais, donc je disais, le grand tétras, c'est un oiseau qui est très très farouche. Généralement, il fuit avant qu'on le voit. Si on voit un grand tétras qui fuit pas, qui reste immobile même s'il nous a vus, ou alors qui va jusqu'à nous foncer dessus, donc là on parle de coq mou ou de coq fou. En fait, il y a une dégénérescence du comportement, on sait pas trop à quoi c'est dû. Donc un coq fou passe par le stade mou. Alors c'est à peu près 1% dans le Jura, c'est 1% des coqs qui deviennent fous. Si on prend les populations qui se portent bien en Russie, c'est 1 sur 1000 à peu près. Donc, on va dire que ça. Le coq fou, c'est un signe d'une dégénérescence de la population. Le coq fou, il n'est pas tout de suite fou, il attaque pas tout de suite. En fait, il passe par un stade qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, où on va le dire mou. Donc, il croise un randonneur ou un champignonneur, il va continuer à piéter, à faire sa vie sans s'en occuper. Donc là, c'est quelque chose d'étonnant vis-à-vis de cet oiseau-là. Et puis, 1 an ou 2 ans après, il va virer fou. C'est-à-dire qu'en période de parade, et puis ça peut être d'autres moments de l'année, mais surtout au printemps, eh ben, il va faire la roue face à un humain. On a l'impression qu'il prend l'humain comme un concurrent. Donc, il met la queue en éventail, il chante, il nous fonce dessus, il peut même jusqu'à nous mettre des coups de bec ou des coups d'aile, comme il ferait avec ses congénères pendant les parades. C'est comme s'il y avait une poule planquée dans les myrtilles et puis que le skieur qui passe, faut qu'il perde et que ce soit lui qui remporte la bataille. Donc c'est un comportement aberrant, mais qui est pas du tout représentatif du fonctionnement de l'espèce. Faut savoir qu'un coq fou, si on croise un coq fou et qu'on garde nos distances, si on se tient à 50, 60 mètres, le coq il fera sa vie et il nous chargera pas. C'est vraiment si on va trop près, si on va le provoquer ou qu'on passe vraiment à côté de lui, que là il va nous foncer dessus. Mais dès qu'on s'éloigne, on va dire que la pression redescend et puis lui, il se calme, quoi. Et on sait ce qui provoque ça, Julien ? Ben, c'est un peu le mystère.
Il y a quelques années, des gens qui étudient le grand tétras pensaient que c'était lié au manque de succès de la reproduction. C'est-à-dire qu'un coq qui n'arrivait pas à se reproduire avec les femelles plusieurs années de suite, en fait, voyait son taux d'hormones bondir et puis il devenait agressif. Et en fait, on s'est rendu compte, avec des études un peu plus poussées, que les coqs fous, bien souvent, c'était les meilleurs reproducteurs de la place de champ. Donc, c'est pas lié à ça. Je vous passe, il y a eu plein d'hypothèses qui ont été faites les unes après les autres dans plein de pays du monde, c'est étudié à différents endroits. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que les grands tétras qui deviennent fous sont des grands tétras qui auraient été dérangés pendant les premiers jours de leur vie par des humains. Donc c'est lié au phénomène d'imprégnation. Donc c'est comme une petite oie qui va sortir de son œuf. Si elle voit un humain, on dit qu'elle va prendre l'humain pour son parent. Le grand tétras, s'il voit quelques jours après la sortie de l'œuf un humain, il va le prendre pour un congénère. Et pendant les parades amoureuses, du coup, les congénères, ils sont évincés, donc il se met à nous foncer dessus. C'est l'hypothèse qui est la plus probable, mais on ne comprend pas pourquoi les mâles seuls sont fous et pourquoi, il y a quelques poules qui sont molles, mais il y en a vraiment très très peu. Alors pourquoi les mâles seraient plus sensibles au dérangement que les poules? En fait, il y a des grandes zones d'ombre encore par rapport à ça. Julien, on parle de dérangement humain. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le grand tétras aujourd'hui? La première, moi, qui me saute aux yeux, ce qui est lié aux humains, c'est le réchauffement climatique. Parce que c'est ce que je disais, c'est une relique glaciaire qui ne trouvera pas son bonheur dans une forêt tempérée. Ensuite, les principaux facteurs de dérangement, ça va être l'accès aux parcelles dans lesquelles il y a des grands tétras pendant les périodes sensibles. Donc hivernage quand ils mangent des aiguilles, et puis pendant les parades et pendant l'élevage des jeunes. Donc on va dire hiver-printemps. Donc le ski, la raquette, la randonnée, les chiens de traîneau, tout ça, si c'est fait sur des sentiers balisés, autorisés, là il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on sort des sentiers dans des zones où le grand tétras est présent, là on risque de compromettre sa survie. Et puis après, il y a aussi la gestion forestière qui est faite des parcelles dans lesquelles il se trouve. On a dit le grand tétras, il aime bien des forêts qui sont un petit peu en mosaïque, avec des zones denses, avec des zones plus clairiérées, etc. Quand on gère la forêt, comme on gère un champ de maïs, on fait plus de la foresterie, on fait de la culture intensive, on uniformise le milieu, donc on a des arbres qui ont tous le même âge, le même diamètre, etc. Et les conditions dont le grand tétras a besoin sont plus du tout réunies. Parce qu'il n'a plus ces zones claires dans lesquelles il va aller se nourrir, parce qu'il n'a plus la zone de taillis dans laquelle il va se cacher, etc. Au niveau récréatif, il faut faire attention au dérangement, puis au niveau de la foresterie, il faut essayer de préserver différents étages de forêt avec des zones plus denses, plus claires, etc. C'est ce qu'on appelle la futaie jardinée. Donc sur le Haut-Jura, par exemple, les 3 grandes dernières zones où le grand tétras est présent sont gérées en futaie jardinée. Donc on a différentes espèces d'arbres de différents diamètres. En fait, si vous voulez, quand vous rentrez dans la forêt, vous avez l'impression d'être dans une forêt sauvage avec des petits arbres, des gros, des arbres à feuilles, des arbres à aiguilles, un petit peu de tout. Un gros melting pot, c'est ça que le grand tétras, il aimera, quoi. Vous parliez tout à l'heure, Julien, de l'interdiction d'aller déranger dans le Jura le grand tétras sur les places de champs. Justement, il y a pas mal de mesures qui sont prises pour tenter de préserver l'espèce. Vous pouvez nous donner d'autres exemples de ce qui est fait en local chez vous, là-bas? Il y a le groupe Tétras Jura, qui est une association qui fonctionne pas mal avec le parc, la Direction régionale de l'environnement, qui équipe les câbles des remontées mécaniques de grandes boules en plastique pour éviter les collisions avec les oiseaux, parce que les oiseaux qui survolent les massifs, c'est arrivé avec des géninotes et des grands tétras. La géninote, c'est sa cousine, qui survolent la forêt, qui voient pas ce fameux câble qui est en travers et qui rentre dedans. Donc là, ça les tue net. Donc, dans certaines zones où le grand tétras est avéré présent, on équipe les remontées mécaniques de boules en plastique bien visibles. Après, il y a les préfets de départements qui peuvent prendre des arrêtés pour limiter les activités dans certaines zones forestières où le grand tétras il est présent. On appelle ça des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. Donc quand on rentre dans ces zones-là, on n'est pas obligatoirement informé avant de partir, mais quand on rentre dans la forêt, on a un panneau qui est à côté du sentier qui dit bonjour, vous entrez dans une zone protégée pour le grand tétras, etc. Et puis à l'hiver, en début d'hiver, ces zones-là sont interdites. Donc il y a soit des grandes banderoles en travers qui expliquent pourquoi la zone est interdite, soit des petits pictogrammes sur les troncs qui annoncent la réglementation. Voilà.
Après, il y a certains travaux forestiers qui sont interdits pendant certaines périodes de l'année. Les coupes de bois sont interdites au printemps, par exemple. Le ramassage des champignons est interdit à certaines périodes de l'année en certains endroits, etc., etc. Ça va plus être sur l'utilisation des forêts, la réglementation. Ça va être essayer de limiter la fréquentation des massifs. Ça va être surtout ça. Et le grand tétras, qui est, comme d'autres espèces dont on a déjà parlé, une espèce parapluie, Julien. C'est-à-dire qu'en le préservant, on préserve également d'autres espèces. Voilà. On peut pas préserver le grand tétras sans préserver son environnement. D'ailleurs, il y a quelques essais d'élevage de grand tétras en volière qui se sont faits, ça a échoué. C'est un oiseau qui est spécifique, qui est vraiment très lié à son environnement. Si on prend un grand tétras dans une forêt, qu'on le met dans une autre forêt qui est pas adaptée, il survivra pas, c'est sûr. Donc, pour préserver le grand tétras, on doit préserver ces fameuses strates forestières, ces zones clairiérées, etc. Et tout ça, tous ces milieux naturels, toutes ces niches écologiques, elles vont profiter à d'autres espèces qui ont des exigences qui vont se rapprocher un peu de celles du grand tétras. Je pense aux petites chouettes de montagne, je pense à la gelinotte, ou à des espèces même de reptiles qui vont passer de zones claires à des zones plus denses. Donc, le fait de protéger le milieu, ça va protéger toutes les espèces qui vivent dans ces milieux. Et comme on est dans des forêts de montagne, on a des espèces très particulières qui sont vraiment liées à la montagne. Et c'est ces espèces qu'on préserve en préservant le grand tétras. Ce qui est un peu étonnant, Julien, c'est que malgré le fait quand même que l'espèce soit clairement en danger en France, surtout dans le Jura, la chasse au grand tétras, elle est autorisée dans les Pyrénées. Ils en prélèvent pas non plus des milliers, mais ils en prélèvent quand même. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le grand tétras, il fait des dégâts qui justifieraient des prélèvements? Ben non, pas du tout. Non, mais après, ça, c'est clairement une chasse pour le trophée, le grand tétras. C'est pas du tout pour les dégâts qu'il peut provoquer. C'est pour que le grand tétras, il se retrouve sur un petit socle en bois empaillé à côté de la cheminée. C'est le but de la chasse au grand tétras, c'est le trophée. Partout en France, il était chassé. Dans le Jura, il a été chassé encore jusqu'il y a 50 ans. Il a été protégé un petit peu tard. Dans les Alpes, il a quasiment disparu. Dans les Vosges, il est protégé, mais il en reste vraiment plus beaucoup. C'est une aberration qu'ils sont encore chassés dans les Pyrénées parce qu'on se rend compte que les effectifs, ils chutent terriblement. Mais il est quand même chassé. Donc peut-être que dans 10 ans, on arrêtera la chasse au grand tétras dans les Pyrénées, mais peut-être que ce sera trop tard, quoi. Enfin, c'est un peu souvent comme ça. Vous savez, la France, c'est le pays d'Europe où on chasse le plus d'espèces et le plus d'espèces qui sont sur la liste rouge des espèces menacées. Quelles sont les plus belles observations que vous avez pu faire, Julien? Les plus belles observations avec de la proximité, ça va être, pour être franc, les observations de coqs fous, parce que c'est des coqs qui fuient pas. Donc c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus faciles à voir. Après, j'ai eu des belles observations, j'en ai eu de toutes sortes. J'ai eu cette fameuse parade l'automne dernier, là, avec un coq qui parade avec 2 poules, ce qui était vraiment étonnant. Tout de suite, j'ai pensé à un coq fou, mais il l'était pas parce qu'il s'est enfui quand il m'a vu. Ça reste une super observation. Je me souviens d'une fois où je faisais un affût, c'était en été, je faisais un affût pour le grand tétras dans un endroit où j'étais jamais allé. Enfin, si, j'étais déjà passé dans les parages, mais j'étais jamais allé à cet endroit-là. Et le premier matin, j'ai réussi à voir un grand tétras, ce qui était une chance incroyable. Alors, je l'ai vu, je l'ai aperçu. Il était dans mon dos, je l'ai entendu atterrir. Je suis resté un moment sans bouger. J'ai tourné la tête doucement. Il m'a repéré, il allait s'envoler, se poster au-dessus d'une branche et je l'ai vu pendant 5-10 minutes au bout de sa branche. C'était une observation qui était sympa parce que c'était un petit cadeau. J'espérais, mais j'y croyais pas beaucoup. Par contre, c'était pas des super conditions d'observation. Mais de toute façon, n'importe quelle rencontre avec un grand tétras, ça reste une super rencontre. C'est pas un oiseau qu'on voit tous les jours. Et votre photo préférée? C'est un coq fou qui est dans un jardin en train de manger des glaïeuls ou je sais plus quelle plante. Et la dame qui était à sa fenêtre et qui criait « Mes fleurs, il va me manger toutes mes fleurs !» Du coup, moi, ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit « Vous avez un grand tétras dans votre jardin, c'est quand même la classe. » C'était un coq fou, enfin, qui était pas encore fou à cette époque, il était un mou. C'était un coq mou qui squattait en bordure d'un village et qui allait se servir dans les jardins, quoi. C'était complètement improbable. Merci beaucoup Julien Harbé pour toutes ces précieuses informations sur le grand tétras et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à aller consulter votre site internet www.julienharbé et Harbé ça s'écrit ARBEZ.fr. Merci Julien et puis à très vite pour une nouvelle émission 100% nature. Merci, avec plaisir, à bientôt.
C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.